avoir bravé l'orage, la pluie. Il y a même une tornade pas très loin d'ici. Bon, ce sont des mini-tornades qui ne ressemblent en rien à celles du Midwest. Mais quand même, c'était une petite tornade. Voilà. Alors, comme disent nos amis québécois, il me fait grand plaisir de vous présenter ce soir Michael Zuniga, qui est professeur de linguistique et de didactique des langues secondes à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches sur les émotions et l'apprentissage des langues ont été publiées dans des revues scientifiques internationales de premier plan telles que, pardonnez-moi l'anglais, The Modern Language Journal, System et Language Teaching Research. Michael est également apprenant de langues, anglais, français, allemand et même le néerlandais. Il est enseignant de langue, français et anglais, formateur de maîtres et rédacteur en chef de la revue de l'AQEFLS. Correct, Michael? Oui, c'est parfait. Merci. L'AQFLS, je ne sais pas comment... Association québécoise des enseignants de français langue seconde. Voilà. AQFLS. Ça va être un test pour tout le monde, même pour moi. AQEFLS. Parfait. Allez, on répète. AQEFLS. Bien. Je vais partager avec vous maintenant quelque chose que peu de personnes savent. Michael est un ancien étudiant du programme de maîtrise de l'école de français. Tout le monde pensait que j'étais niveau 4 quand je suis niveau 4. Ah. Et à la suite de l'été, il a passé un an à Paris avec le programme de Middlebury College. N'est-ce pas, Michael? Ce programme était dirigé à ce moment-là par Carol Riffle, l'une de mes anciennes collègues du département de français et d'études francophones, l'une de mes personnes préférées de mon département, aujourd'hui disparue, partie bien trop tôt malheureusement. Carole était l'un de mes modèles lorsque j'étais jeune professeur ici, au début de ma carrière à Middlebury. Carole passait beaucoup de temps à l'école de français l'été, école qu'elle adorait. Mais elle m'avait bien recommandé de ne pas y enseigner tant que je ne serais pas titulaire. Car l'été est précieux en ce qui concerne la recherche. C'est pour ça que je venais très peu à l'école de français auparavant. Je faisais de la recherche et je m'occupais de mes enfants aussi. Et Carole savait parfaitement bien combien le travail d'enseignant de l'été était prenant, n'est-ce pas, Michael? Un peu. Je l'ai écoutée, Carole, et j'ai suivi ses conseils. Je me suis consacrée à la recherche tous les étés. J'ai attendu avant d'enseigner un été dans le programme de maîtrise de l'école de français. J'ai d'ailleurs enseigné le même cours que Sylvie Recmora, dont j'ai fait la connaissance cet été-là. Mais, revenons à Michael. J'admire Michael pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, il est très facile de travailler avec lui, ce que j'apprécie beaucoup. Et ses conseils me sont très précieux. De plus, Michael est non seulement un chercheur prolifique et reconnu, mais également un superbe enseignant, entièrement dévoué à ses étudiants et étudiantes, avec qui il passe énormément de temps. N'est-ce pas, Michael? Un peu. Il et elle le lui rendent bien d'ailleurs, ses étudiants et étudiantes, car Michael est adoré de ses étudiants et étudiantes, aussi bien au Québec qu'à Middlebury. Merci pour tout le beau travail que tu fais, Michael, avec tous les étudiants et étudiantes, que ce soit au nord de Middlebury qu'à Middlebury, donc dans 2 pays. Ce soir, Michael va nous parler du paysage émotionnel, de l'apprentissage des langues secondes, et il va nous expliquer comment y naviguer. Selon lui, l'apprentissage des langues secondes suscite toute une gamme d'émotions positives et négatives qui, à leur tour, ont un impact significatif sur les performances linguistiques. Il explorera avec nous les causes et les effets d'émotions langagières, telles que l'anxiété, le plaisir et le flow, motivation en français, afin de proposer des stratégies pour créer des conditions affectives optimales pour l'apprentissage et l'enseignement. Veuillez s'il vous plaît accueillir très chaleureusement Michael Zuniga.
pour cette belle présentation. J'aimerais bien aussi vous remercier Utham et Lilia et Isabelle pour tout le travail de gestion impeccable que vous faites pour les activités et pour les conférences. Et je vous remercie toutes et tous d'être ici ce soir et de m'accorder ou de m'avoir accordé une occasion de parler d'une chose, de quelque chose qui me passionne et qui alimente ou anime ma recherche depuis quelques années maintenant, à savoir l'apprentissage des langues et toute l'expérience subjective qui va avec, c'est-à-dire ce qu'on expérience. La motivation, par exemple. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui nous pousse à y mettre des milliers d'heures, ce sont des milliers d'heures d'énergie, des tonnes d'énergie, d'efforts, pour apprendre un système de communication quand on en a déjà une qui fonctionne parfaitement. Déjà, c'est quelque chose. Et là, on est dans une salle avec beaucoup de motivation ici à Mulberry. Je pense qu'on est en haut de l'échelle pour la motivation intrinsèque dans cette salle-là. Aussi, l'identité. Comment est-ce qu'on négocie ou renégocie notre identité quand on apprend une langue seconde? Parce que chaque langue qu'on apprend, deuxième langue, troisième langue, on change avec ça, en quelque sorte. Et puis finalement, le sujet de ce soir, mais quelle est la relation entre les émotions et l'apprentissage de langue seconde? On sait très bien que apprendre une langue, c'est un acte émotionnel. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je dirais qu'à l'école, la salle de classe de langue est probablement l'endroit le plus émotionnel à l'école. D'un côté, positivement, c'est un endroit où on expérimente de l'intérêt, de la curiosité, du plaisir, alors qu'on apprend une nouvelle langue et une nouvelle culture, on apprend à voir le monde avec d'autres lunettes. Ça, c'est vraiment passionnant. Et aussi, c'est les sentiments de satisfaction qu'on va ressentir alors qu'on a un sentiment d'expansion. On est en train de se complexifier quand on apprend une langue seconde. Et ça, c'est magnifique. Donc, il y a les sentiments de satisfaction, et quand on peut montrer ça publiquement devant les autres, il y a aussi un peu de fierté qui vient avec ça, n'est-ce pas? Alors, on a vraiment beaucoup d'émotions positives, et puis dans ma recherche, heureusement, les émotions positives dominent les émotions négatives. Il y a plus d'émotions positives. Mais tout n'est pas toujours parfaitement rose, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a aussi un côté un peu plus sombre quand on apprend une langue? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà expérimenté un peu d'anxiété avant une présentation en langue seconde? Maintenant, effectivement, parce que quand on apprend une langue seconde, on nous invite à effectuer des tâches, mais avec un système de communication qui est en développement, qui est instable souvent, sujet à des erreurs. Donc, on arrive à anticiper des problèmes de communication même avant de commencer à parler. Et puis, ça peut engendrer quand même de l'anxiété. Si on doit faire une présentation devant la classe ici, sur le campus, etc., on vit ces émotions. Aussi, la langue est intimement reliée à notre identité. La langue et l'identité sont ensemble. Donc, quand je dois commencer à apprendre une langue seconde, et quand on est ici dans une situation monolingue d'immersion à Mulberry, mais on peut avoir le sentiment de perdre sa voix et d'emprunter la voix des autres. Et avec ça, on peut avoir un sentiment d'inauthenticité quand on s'exprime. J'imite des gens et puis ça peut nous rendre un peu mal à l'aise. Et l'autre chose, c'est que de par sa nature, la langue est publique. On utilise la langue devant les autres pour communiquer. C'est ça la raison d'être d'une langue. Donc, quand on fait une bonne performance, on a droit à ressentir de la fierté. Mais quand on fait des fautes publiquement, on a aussi la gêne, voire la honte, des fois, tout dépendant. Donc, on doit composer avec tout ce paysage d'émotions. Et puis, ce qu'on apprend, c'est que ces émotions-là sont intégralement reliées à la cognition et à l'apprentissage. Et puis, ça va avoir un effet sur notre apprentissage. Et ça c'est le sujet de ma présentation ce soir.
je vais vous présenter un peu de recherche de façon très vulgarisée que j'ai fait depuis quelques années qui démontre à quel point la cognition et les émotions sont interreliées et que ça peut faciliter l'apprentissage et la performance linguistique ou bien ça peut aussi entraver. Voilà. Donc ça, c'est le sujet ce soir. Donc les objectifs, c'est de démontrer à l'aide des données probantes comment les émotions interagissent avec l'apprentissage et les performances en langue seconde, et aussi de proposer des stratégies pour améliorer les conditions affectives d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut faire comme apprenant, si on est apprenant, mais aussi comme enseignant, hein, pour comprendre les émotions en salle de classe et pour améliorer ou modifier nos pratiques en quelque sorte. Donc rapidement, le plan, on va commencer avec une définition. Que sont les émotions? À quoi servent-elles? Il n'y a rien qui existe sur le plan biologique juste pour exister, il y a une raison pour les émotions. Quelles sont leurs causes et leurs effets? Et comment est-ce que les émotions interagissent-elles avec l'apprentissage des langues? Et puis on termine avec une tentative modeste d'offrir des stratégies qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Mais on commence avec une définition. C'est quoi les émotions? Que sont les émotions? On a eu des émotions avec la tempête tout à l'heure. Moi, j'ai eu des émotions avec la tempête. Les émotions sont omniprésentes dans la vie de tous les jours. Hein. Dès le moment où on se lève le matin, on a des émotions. Les émotions donnent de la couleur à notre vie, de la texture à notre vie. Les émotions nous disent quoi faire. Mange cette tablette de chocolat, ça a l'air délicieux. Étudie pour ton examen, ça a l'air important et difficile. Et quoi ne pas faire? Ne parle pas devant tout le monde dans la classe parce que tu vas faire une erreur. Donc, les émotions, ils sont en train d'interagir en quelque sorte avec notre apprentissage. Ils guident notre apprentissage. Pendant longtemps, on écartait les émotions. Et dans le domaine dans la didactique, dans les sciences cognitives, aussi dans la psychologie, même en philosophie, à la Descartes. Les émotions, c'est des processus à part de la cognition qui sont amorphes et difficiles à définir, et puis on est mieux de les contrôler, de les supprimer. Ça, c'était l'idée. On supprime. Si on rentre en jeu avec les émotions, on est considéré comme faible. On a la raison, la cognition auquel il faut faire attention. Mais à partir des années 90, avec une révolution technologique dans le domaine des neurosciences, la neuroimagerie par exemple, là on a vu des images avec nos yeux qui démontrent que la cognition et les émotions ne sont pas deux processus indépendants, mais font partie d'un système d'apprentissage. Dans le système d'apprentissage, les émotions guident la cognition, nous guident dans la vie. Alors si, pour comprendre l'apprentissage, on est en train de faire seulement attention à la cognition, la mémoire et l'attention, mais on voit seulement la moitié de l'image. Donc là, mon objectif avec la recherche que je fais maintenant, c'est de mettre un peu de la lumière sur l'autre côté aussi, de faire attention à ces émotions. Et ça, c'est le sujet de la conversation aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une définition. Je vous propose une définition qui est plutôt biologique. Pourquoi une définition biologique? Parce que j'aime tout ce qui est empirique, qu'on peut voir avec les yeux. Alors, on peut définir les émotions comme des réponses physiologiques et psychologiques, on va revenir à ça, à des objets dans notre environnement interne, nos pensées, nos sensations corporelles, par exemple, j'ai mal ici, et les objets externes, les examens ou les fleurs, qui déclenchent des affectifs, des sentiments, et aussi des schémas de pensée et d'action pour y faire face. Alors, je vais vous donner un exemple qui illustre ça de façon très claire. Je suis sur le divan, en train de lire un roman. Je suis plongé dans le roman, il n'y a rien qui existe à l'extérieur de mon roman, de la vie ici. J'ai plus d'attention pour faire attention au temps, le temps file. J'ai plus d'attention pour faire attention à mon conscience de soi. Je suis bien. Et puis du coup, les récepteurs olfactifs dans mon nez détectent l'odeur de fumée.
oups, ça monte, c'est transformé en signal électrique, ça monte dans mon système émotionnel, on appelle ça le système limbique, le cerveau émotionnel, c'est subconscient. Il y a un petit noyau là qui s'appelle l'amygdale qui va évaluer cette information pour sa valeur. Il va dire danger potentiel, va déclencher notre système sympathique, le cœur va s'emballer, la digestion va ralentir, la respiration va accélérer et je vais avoir un drôle de sentiment dans mon corps. Je ne sens pas la fumée encore. La fumée n'est pas dans ma conscience. Puis cette information va remonter vers le néocortex, siège de la conscience, et je vais dire, oh, qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Je prends conscience de mon corps, et puis arrive aussi l'heure de la fumée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans mon roman? Non. Mes émotions me forcent à me sauter sur mes pieds, à courir partout dans l'appartement, chercher par la fenêtre. Le roman est disparu. Maintenant, qu'est-ce qui est au centre de mon attention? C'est le danger potentiel. Donc, mais je vois par la fenêtre en arrière, ah, mon voisin, il est en train de griller des steaks sur le barbecue. Nouveau objet, nouvelle évaluation, nouvelle émotion. C'est quoi l'émotion maintenant? Soulagement. La faim, le désir de partager un steak avec mon voisin, et puis mon cerveau va me fournir un plan d'action, et puis peut-être je vais être amené à aller sympathiser avec mon voisin pour qu'il partage ses steaks avec moi. Donc vous voyez comment les émotions nous guident dans la vie, et puis ils nous guident de façon préconsciente. Donc, ce n'est pas question de contrôler les émotions, parce que dès qu'on en prend conscience, ben, les émotions sont en train de rouler. Ah, c'est de savoir vivre avec les émotions, de les comprendre. C'est bon? Alors, donc on peut penser à nos émotions comme nos premiers répondants, qui nous avertissent des dangers dans l'environnement. Donc maintenant, on va faire une petite expérience. On est devant un jury d'évaluation, on doit passer un examen oral très important. D'accord? Et puis arrive la première évaluatrice avec une belle expression souriante et accueillante. Ça va peut-être susciter un sentiment de confiance chez moi et aussi un comportement d'exploration. Donc pendant cet examen, probablement je vais vouloir aller jusqu'au maximum de mes capacités. Je vais vouloir démontrer ce dont je suis capable. Je vais peut-être expérimenter avec de nouvelles stratégies. Donc, ça va très bien. Et puis, 5 minutes plus tard, il y a un autre évaluateur qui arrive avec une expression un peu plus sévère. Donc, je vais réévaluer la situation et peut-être maintenant, je vais avoir un sentiment d'anxiété et puis de la trépidation. Donc là, à ce moment-là, je vais juste rester collé à des connaissances que je maîtrise très bien. Je vais pas explorer, je ne vais pas essayer de nouvelles stratégies à ce moment-là, mais je vais rester avec ce que je maîtrise bien. Donc c'est comme ça que les émotions peuvent nous influencer. Mais maintenant, qu'en est-il pour les émotions et l'apprentissage? Alors pour comprendre ça, on peut considérer deux types d'émotions. Des émotions, deux grandes catégories, les émotions positives et les émotions négatives. Alors, qu'en est-il des émotions négatives? Pourquoi est-ce qu'on a des émotions négatives? Pour quelle raison? Oui, c'est pour nous protéger. Donc, les émotions négatives, comme la peur et l'anxiété, ils jouent un rôle protecteur, pour nous avertir du danger potentiel dans notre environnement et pour fournir un plan d'action. Alors, comme vous pouvez imaginer, ces émotions négatives ont un effet de restriction sur la cognition. Si je suis dans une activité communicative en classe et je suis anxieux, je ne suis pas focalisé sur la tâche, je suis focalisé sur le problème, une perception de manque de compétences ici. Donc, comme vous pouvez imaginer, ça va susciter un comportement d'appréhension, je ne vais pas m'engager avec la tâche, et c'est bon pour l'apprentissage? Non. Pas vraiment. Alors, si les émotions négatives sont là pour nous protéger, mais quel est le rôle des émotions positives alors? Parce que les émotions positives ne sont pas juste là pour être là, il y a une raison pour les émotions positives.
Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? L'épanouissement, peut-être? On a des émotions comme le plaisir et l'intérêt, des émotions épistémologiques, des émotions qui sont là pour nous pousser à nous engager avec notre environnement. Et ces émotions ont un effet d'élargissement de la cognition. Et ça, c'est un fait qui est très bien documenté dans la recherche d'ailleurs. Si on prend deux participants, on induit une émotion positive et une émotion négative, on leur montre une image pendant X nombre de temps. Celui qui est exposé à des émotions, qui est dans un état positif, va se souvenir de plus d'objets dans l'image, un peu distribués partout, alors que quelqu'un qui est dans un état d'anxiété va se souvenir de moins de choses, et puis les choses vont être focalisées sur une partie de l'image. Donc il y a carrément un effet d'ouverture et de restriction de notre cognition avec les émotions. Ça va susciter un comportement d'engagement, et comme vous pouvez imaginer, ça va renforcer l'apprentissage. Et ça vient de cette théorie-là, la théorie de l'élargissement constructif, c'est une théorie de Barbara Fredrickson, Broaden Build Theory, pardon, c'est la traduction, c'est ma traduction de cette théorie. Et là, ça c'est une des théories de base de ma recherche. L'autre côté, c'est qu'est-ce qu'il y a à propos cognitif des émotions en salle de classe? La salle de classe est hyper émotionnelle. Hyper émotionnelle. La salle de classe est un endroit qui représente des espaces à la fois d'épanouissement, où on apprend, on se complexifie, c'est super, mais aussi de grande vulnérabilité. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on est toujours en train d'évaluer nos performances. Pas les apprenants, nous-mêmes. On évalue nous-mêmes. On fait un assez bon travail pour s'évaluer constamment. Avec des normes personnelles, comment ai-je fait par rapport à la dernière fois? Social, comment ai-je fait par rapport à mes pairs? Comment ai-je fait par rapport aux normes absolues, c'est-à-dire des critères d'évaluation pour l'activité? Et au fur et à mesure, j'utilise ces normes pour évaluer la valeur de ma performance. Est-ce que je dépasse les normes ou pas? Et aussi le niveau de contrôle que je ressens dans une situation. Et puis ces émotions vont déclencher toute une gamme d'émotions. On appelle ça des émotions liées à la performance. Alors, ça c'est la théorie s'appelle la théorie contrôle-valeur de Peckrin, de Reinhard Peckrin, en allemand, psychologue. On va faire un petit test. C'est mieux pour illustrer ça. Donc on a trois situations. Une situation prospective, parce que les émotions vont changer tout dépendant de si la performance est à l'avenir, au présent ou au passé. Ok, donc le professeur me demande de répondre à une question devant la classe. Comme un étudiant, il se dit, oh non, je ne suis pas certain, je vais faire une faute devant tout le monde. Quelle est l'émotion? Donc il a une valeur, déjà il anticipe une valeur négative. Le contrôle est pas. Je dois répondre dans 2 secondes, je n'ai pas de temps pour pratiquer, pour me préparer, chercher dans le dictionnaire. Contrôle est pas. Quelle émotion? La peur. Anxiété, bam, 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 le cœur commence à se battre. Maintenant, hop, sa copine, j'ai beaucoup étudié hier soir, j'ai la bonne réponse. Positif, contrôle haut, élevé. Confiance. Confiance, la joie anticipée, la fierté anticipée, si c'est un public. Maintenant, l'activité que je fais actuellement. Je fais une activité communicative d'échange d'informations. Comme étudiant, je connais le vocabulaire, je m'exprime bien, le temps passe vite. Positif, contrôle élevé. Quelle émotion? Oui, le plaisir. Ou on va voir le flow tout à l'heure. Ah, on est vraiment là-dedans. L'autre, je suis bloqué, je cherche mes mots, c'est trop difficile. Négatif, bam. Frustration. La frustration, vous êtes des experts déjà. Mon Dieu, vous êtes des experts. Maintenant, rétrospectivement, je viens d'avoir ma note d'examen. Ah, j'ai eu une bonne note grâce à ma bonne préparation. Pour les événements du passé, on est en train de regarder le locus du contrôle. Est-ce que c'est grâce à moi, est-ce que c'est interne, ou est-ce que c'est grâce à quelqu'un d'autre, ou la faute de quelqu'un d'autre? Donc ici, positif, interne, c'est quoi l'émotion? Satisfaction. Satisfaction, c'est une émotion intime.
Mais si le prof ou la prof dit « Ah, mais bravo, regarde, tel et tel, il y a eu un A+, à ce moment, c'est la fierté, hein, parce que c'est devant, ou le moment où on montre la note à nos parents, par exemple. J'ai une bonne note grâce à la générosité de ma prof. Ah, mais maintenant c'est externe. Gratitude. Et enfin, j'ai une mauvaise note parce que le test n'était pas juste. Hein? Négatif externe. Je suis en colère. Et je vais écrire une évaluation à la fin. Voilà. Donc, je vous montre ça pour vous donner une idée de comment on peut comprendre les émotions en salle de classe, et comme étudiant, et comme enseignant, pour comprendre, et aussi, ça nous donne quand même une idée de comment on peut moduler, on peut aider les étudiants à faire avec leurs émotions, en ajustant la perception de contrôle, hein, et en les aidant à ajuster les normes. On a souvent en langue seconde la norme de l'alternatif, ce qui n'est pas réaliste. Donc, des fois, on doit aider les élèves à revenir vers des normes qui sont plus réalistes. C'est bien? OK. Maintenant, qu'en est-il des émotions? Il y a 3 émotions spécifiquement qui ont été étudiées en classe, à savoir l'anxiété langagière, le plaisir langagier et aussi le flow langagier. Ça, c'est vraiment récent, le flow langagier dans notre domaine. Et ce que je vais vous faire, je vais vous présenter quelques études qui illustrent des résultats dans ces domaines-là de façon très vulgarisée. On commence avec anxiété langagière. Donc, c'est l'inquiétude et la réaction émotionnelle négative suscitée par l'utilisation d'une langue seconde. On connaît ça? Oui. Causée par la perception d'un manque de compétences et aussi l'anticipation de problèmes de communication. Ça, c'est la recette pour l'anxiété. Et puis, comme vous pouvez imaginer les effets, bon, ben, c'est un effet négatif sur l'apprentissage et les performances, et à l'oral et à l'écrit. Et ça, c'est un fait qui est très, très, très bien documenté. Depuis des années, maintenant, on connaît ça. C'est bon? Donc, je ne vais pas lire le titre, mais ça, c'est une recherche que j'ai publiée avec ma collègue Daphne Simard en 2022 dans la revue Système. Nos objectifs, c'était d'examiner les liens entre l'aisance à l'oral, comment je parle avec aisance, la cognition et l'émotion. Donc, la cognition, on a déjà découvert ou trouvé en 2019 que plus qu'on a un contrôle sur notre attention élevé, plus qu'on a de l'aisance. Parce que parler en langue seconde, c'est très compliqué. Hein? On doit réfléchir à ce qu'on veut dire conceptuellement. On crée des propositions sémantiques. Puis en même temps, je dois aller chercher les mots dans une des langues que je parle. Je dois inhiber les autres langues. Je dois mettre les mots dans le bon ordre, syntaxiquement, puis je dois conjuguer tous les verbes, je dois accorder les noms, les déterminants, etc. Processus morphosyntaxique. Et puis, je dois articuler mon message, donc je dois contrôler à peu près entre 100 et 150 muscles à travers 3 organes simultanément, presto, comme ça. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que ceux qui ont plus de contrôle attentionnel ont plus d'aisance. Et c'est plus fort que le niveau de compétence dans une langue. Plus fort que le niveau de compétence. Et là, on voulait voir, mais quel est le rôle des émotions? Est-ce que les émotions jouent un rôle ici? Donc, pour faire ça, on a recruté 32 participants, français langue maternelle, anglais langue seconde. Ils ont fait une tâche de narration à partir d'une série d'images. Ils ont regardé l'image, ils ont raconté l'histoire. On a transcrit les narrations et on a mesuré l'aisance avec des autoreformulations. Quand on se corrige. Parce que quand on se corrige, soit on corrige un mot, on change un mot, ou on corrige notre grammaire. Ça nous donne un indice sur l'aisance lexicale ou l'aisance grammaticale. Ça va? Et puis on a mesuré l'anxiété et on a mesuré le contrôle attentionnel avec une double tâche. On appelle ça the trail making test. Et on a fait des analyses corrélationnelles et on a regardé les résultats selon un groupe avec une attention forte et une attention faible. Et pour faire les groupes, on a fait une analyse en grappe. Et puis Utam, il va savoir c'est quoi, l'analyse en grappe. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé?
Est-ce que l'anxiété a une influence sur notre aisance quand on parle? Oui. Oui. Regardez. Donc, corrélation négative. Et juste pour vous donner une idée, quand on voit le R ici, ça passe de 0, pas d'effet, à 1, effet parfait, corrélation parfaite. Donc, on est à 0,42. Vous pouvez regarder ça comme 42%. La petite étoile indique que c'est significatif. Bon, c'est bon. On a continué, on a trouvé, comme prévu, une corrélation positive entre attention et aisance. Mais où ça devient intéressant, c'est que quand on a regardé par groupe, quand on a regardé notre groupe, attention élevée, level 23, zéro corrélation. C'est comme les gens qui avaient une forte attention étaient immunisés contre l'anxiété. Mais regarde ce qu'on a trouvé dans le groupe de 11 qui avait une faible attention. Corrélation presque par 8. Ça veut dire que c'est une corrélation extrêmement forte. Ces gens-là portaient tout le fardeau de l'anxiété. Ils portaient tout le fardeau de l'anxiété. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce qu'on ne peut pas changer le contrôle attentionnel. Ça, c'est quelque chose qui est très stable. Alors, ce qu'on a déduit, parce qu'avec les corrélations, on ne peut pas parler de la causalité, mais on peut raisonner la causalité. Ce qu'on a raisonné, c'est qu'un faible contrôle attentionnel semble entraver l'accès lexical. On a plus de difficultés à chercher les mots. Dans un deuxième temps, ça crée des disfluences, des autoreformations. Et cette anxiété, comme ça vole notre attention, ça vient exacerber le problème. Donc on peut tomber avec l'anxiété dans une spirale qui tombe vers le bas. Et c'est dommage, ça, parce qu'on sait que ça a un effet négatif sur l'apprentissage. Donc, les implications pour tous nos étudiants, et surtout pour ceux qui ont juste une attention qui est normale, mais un peu plus basse que les autres, c'est important de les aider à avoir un sentiment de contrôle. Avec la répétition, le temps de préparation avant les tâches, on ne va pas se lancer dans une tâche tout de suite, et aussi d'aider les étudiants à diminuer la norme à un niveau réaliste, pour qu'ils puissent avoir du plaisir. Parce que tout le monde a le droit d'apprendre une langue, tout le monde devrait pouvoir apprendre une langue, donc c'est à nous aussi à ajuster et donner ce sentiment de contrôle à ces étudiants. Est-ce que c'est bien? Ok, maintenant, le plaisir. On va être un peu plus positif maintenant. Le plaisir, donc une émotion complexe, capturant l'interaction dynamique entre défis et compétences perçues qui reflètent la volonté humaine de réussir face à des tâches difficiles. C'est une émotion, ce type de plaisir est une émotion hédumonique. Un plaisir hédumonique versus hédoniste. Oui. Donc, on fait la distinction en anglais, et c'est là où la langue influence les émotions aussi. On a en anglais un mot qui s'appelle, pardon, j'ai le droit de le dire. Bien sûr. Enjoyment. Enjoyment. Il devrait exister un mot en français, enjoiement. N'est-ce pas? Je pose cette question, je demande toujours, mais c'est quoi enjoyment? Et tout le monde me dit, ben c'est le plaisir. Et je dis, ben c'est quoi pleasure? Ben c'est le plaisir. Donc en anglais, la notion de enjoyment comporte un aspect eudaimonique dans le sens que on va expérimenter le enjoyment quand on fait des tâches qui posent un petit risque, quand on est poussé à un défi et on réussit. C'est une grande satisfaction, on connaît cette satisfaction. Le plaisir, c'est quand on mange une tablette de chocolat, ça c'est le plaisir, on voit un bon film, ça ne demande pas trop de risques, mais c'est quand même positif. Alors, ce genre ça c'est une émotion hédumonique qui arrive quand on dépasse nos attentes lors de la réalisation d'une tâche significative, c'est-à-dire porteuse de sens, qui a du sens pour nous. Et on commence, il y a beaucoup moins de recherches sur les émotions positives, mais on commence à voir qu'il y a des corrélations positives avec la performance à l'oral et à l'écrit. Alors, là, je vais présenter rapidement les résultats d'une recherche intitulée que j'ai fait avec une étudiante de maîtrise. L'impact d'une posture plurilingue de l'écriture collaborative sur l'expérience émotionnelle des apprenants et la qualité de leur production écrite dans un contexte créolophone, publié dans la Revue canadienne des langues vivantes. C'est un titre énorme. L'objectif, c'est plus simple. L'objectif,
comprendre comment l'accès restreint à notre répertoire linguistique lors d'une tâche d'écriture collaborative interagit avec les émotions et comment est la qualité de la production. Alors, qu'est-ce que vous en pensez quand on a plusieurs langues? Ici, à Middlebury, on a signé un engagement qui disant qu'on va restreindre notre accès à notre répertoire linguistique. Et là, on voulait savoir, mais qu'est-ce que ça fait émotionnellement pour les étudiants? Alors, on était dans une école sur l'île Maurice, une classe de français langue seconde, niveau B2, intermédiaire, avec 39 étudiants, et c'était dans un contexte déglossé, où les étudiants ne pouvaient pas parler leur langue maternelle à l'école, le créole. C'était le français ou bien l'anglais. Alors, ils ont fait deux tâches, une tâche d'écriture avec contrainte linguistique, seulement en français. Quand on fait l'activité d'écriture collaborative, on écrit, on a la langue d'écriture, mais on a aussi la langue d'échange. Donc, quelle langue est-ce qu'on a utilisée pour échanger? Et sans contrainte. Vous pouvez utiliser toutes vos ressources linguistiques pour écrire cette fois-ci. On a mesuré leur émotion après la tâche et on a évalué la qualité de leur texte après la production. Ils ont eu plus d'émotions avec contrainte linguistique ou sans, selon votre... Oui, sans. On va voir. Ils ne sont pas hyper motivés comme ici à Middlebury. On va chercher nous-mêmes. On veut ça. On veut cette immersion. Mais effectivement, donc quand il n'y avait pas de contraintes linguistiques, 69% des échanges étaient en créole. Donc ils ont utilisé créole. Quand même 30% en français. Quelques mots en anglais ici et là. Mais regardons, ça c'était quand même fou. 95% des commentaires dans le questionnaire après étaient positifs. Du genre, je t'ai détendue, confiante, excitée, très joyeuse, comparée à l'exercice en français, je n'avais pas de nœud à l'estomac, ni comme un poids dans le gorge. J'ai cité ça parce qu'elle a utilisé un langage émotionnel corporel ici. Hein? Et puis, dans la situation contrainte, ils ont utilisé seulement 7% de créole, ils ont caché quelques mots ici et là, 93% en français, quand même 38% positifs, ils ont aimé l'activité, et neutre, mais 21% négatifs. C'est pas énorme, mais comparé à zéro. Petite nuance ici, il y a un effet de nouveauté, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de parler créole dans leur cours de français, et je pense que ça a apporté beaucoup de joie pour eux. Ouais. Alors, quand on regardait la qualité de la production, sans contrainte, score 78 sur 100, avec contrainte 74, et la différence était significative. Donc, c'était supérieur, tout simplement parce qu'ils ont accès à toutes leurs ressources, c'est plus facile pour eux. Et puis, on a regardé selon les émotions. 77 pour le groupe émotionnel et 71 pour le groupe négatif. Donc, les émotions aussi ont eu un effet. Donc, l'accès à son répertoire linguistique semble stimuler les émotions positives et ces émotions, à leur tour, semblent améliorer la qualité de la production. C'est bon? Maintenant, qu'en est-il? Ça, c'est l'autre étude que j'ai faite avec ma collègue. On voulait savoir la rétroaction corrective, quand on corrige les copies. Ah, qu'est-ce que ça fait pour les émotions? Est-ce que les étudiants adorent la correction des copies? On va dire, si on pose la question aux étudiants, est-ce que vous aimez ça, avoir de la rétroaction? Ah oui, c'est bon. Mais quand on mesure leur émotion, c'est autre chose. Donc, on voulait déterminer comment la rétroaction corrective interagit avec les émotions, et puis comment ces émotions interagissent avec le taux de correction quand ils ont réécrit leur texte. Donc, là, on avait 42 apprenants français, langue seconde, anglais, langue seconde, français, langue maternelle. Ils ont fait une tâche de production écrite. Ils ont reçu la rétroaction corrective, c'est-à-dire la copie avec tout plein de rouge. Et puis, ils ont corrigé. Ils ont réécrit leur texte en intégrant des commentaires. C'est bon? Mais, avant de partir ici à corriger, on a mesuré leur état émotionnel. Donc, et on a comparé les moyennes entre le groupe positif et négatif. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Probablement, on n'est pas trop surpris.
Ce que je vais présenter ici, on a fait plein d'analyses, mais juste pour être plus bref, on a eu un groupe positif 8, négatif 13, et regardons, le groupe positif a reçu 1,7 corrections par 100 mots, le groupe négatif a reçu 6. Donc il y avait vraiment, plus qu'on reçoit de la rétroaction corrective, ça tombe, ça chute l'état émotionnel. On peut comprendre quand même. Et puis dans un deuxième temps, le groupe positif a corrigé 87% des erreurs, groupe négatif 69%. C'est-à-dire qu'ils ont corrigé 20% plus d'erreurs ceux qui étaient dans un état positif. Alors ça soutient aussi les théories que j'ai présentées au début, les émotions positives nous poussent à nous engager avec l'environnement. C'est bon? OK, discussion. Ben, la fréquence de rétroaction semble avoir un effet négatif sur l'apprentissage. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas corriger. Ça prend la rétroaction corrective. Ces émotions semblent avoir un impact sur l'engagement avec la rétroaction corrective. Donc, implication, ce qu'on va suggérer, c'est, si on est enseignant, de modérer notre rétroaction corrective. Ce n'est pas question de tout corriger. Hein? On va corriger les fautes qui entravent à la compréhension, ou qui sont stigmatisées, par exemple, ou qui sont reliées à la leçon en cours. Donc, on ne va pas tout corriger, ça démoralise. Et peut-être on peut intégrer un peu de rétroaction positive. Et ça vient de Barbara Fredrickson. Elle a analysé le discours dans beaucoup de compagnies, des entreprises et des couples. Et elle a codé la valence émotionnelle des commentaires. Et dans les couples et dans les entreprises, il y avait 3 commentaires positifs pour chaque commentaire négatif. C'était des compagnies et des couples qui étaient en épanouissement. On dépasse 4 positifs pour un négatif, ça commence à descendre. C'est pas bon, trop de positivité. Si on a trop de positivité, c'est un peu comme un bateau sans gouvernail. On est ballonné dans le bateau. On a besoin d'être recadré de temps en temps. Mais si on est dans une situation avec 2 positifs pour chaque négatif ou 1 positif pour chaque négatif, ça c'était des compagnies et des couples qui avaient des difficultés. Donc elle proposait 3 positifs à partir de ces résultats pour un négatif. Donc ça pourrait être quelque chose à explorer à l'avenir dans la recherche ou à expérimenter dans nos pratiques aussi. OK. Dernier construit. Je vais vous laisser aller dormir. Le flow langagier. Le flow langagier, on peut définir comme un état de plein engagement associé à une attention focalisée, un sentiment de contrôle parfait sur les actions, des émotions positives et une performance accrue qui se produit lorsque les personnes sont engagées dans des tâches significatives qui posent des défis réalisables, pas trop difficiles. Vous avez peut-être entendu parler de flow, Csikszentmihalyi. Si vous voulez 20 minutes de plaisir, vous pouvez écouter son TED Talk, c'est vraiment magnifique. C'est ça qui a inspiré cette recherche-ci. Alors, vous pouvez imaginer comme le peintre qui va perdre dans son tableau pendant des heures, ou une conversation où le temps semble filer, ou quand on est dans un roman, par exemple, le temps file. Et ça vient de Csikszentmihalyi. C'est difficile à prononcer. Un nom hongrois. Il voulait savoir pour sa thèse de doctorat dans les années 70, qu'est-ce que c'est le bonheur. Il était intéressé par, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces scientifiques, ou ces artistes, ou ces athlètes consacrent autant de temps pour monter jusqu'en haut de leur jeu. Et puis, ce qu'il a fait, il a développé cette méthode de l'expérience, échantillon de l'expérience vécue, où les gens portaient pendant 2 semaines un téléavertisseur, des milliers de participants dans toutes sortes de cultures, de couches sociales, qui sonnaient 8 fois par jour. Les gens s'arrêtaient ce qu'ils étaient en train de faire, ils remplissaient un questionnaire sur leur état émotionnel, affectif, et décrivaient l'activité qu'ils étaient en train de faire. D'accord? Où est le bonheur? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Est-ce que c'est après 5 heures, pendant les vacances, le week-end, vive le week-end? Ou est-ce que c'est quand on est engagé au travail, dans des activités? Si on pose la question à des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Vacances. Oui, le soir, le week-end, quand je ne suis pas au travail. Mais ce qu'il a remarqué dans ses résultats, c'était le contraire. Au Québec, on dit les blues de dimanche. Tu connais, Camille, les blues de dimanche. Il a remarqué que les taux d'affectivité étaient plus bas pendant les vacances, le week-end. Et ce qu'il va dire, c'est que c'est les moments où notre attention est déstructurée. Quand on n'a rien à faire, nos pensées commencent à partir à la dérive, biologiquement, on est habillé vers la négativité. C'est normal. Je ne vais pas rester à penser à toutes les choses qui vont bien dans ma vie parce que c'est pas très pratique. Je vais penser à « Ouh, t'as pas appelé ta mère, la semaine dernière, problème, j'ai pas travaillé sur ma thèse, ou j'ai pas fait ci. » Et c'est là pour nous motiver. Donc, Csikszentmihalyi va dire qu'on trouve du plaisir, le bonheur, quand on est engagé dans des tâches qui ont du sens pour nous. Pas n'importe quelle tâche, mais les tâches qui ont du sens pour nous. Les tâches qui nous posent ici un défi qui correspond à nos habiletés. C'est-à-dire, pas une tâche qui est trop difficile, qui provoque de l'anxiété. Anxiété, ça fait quoi pour l'attention? Ça dérange l'attention. Je ne suis pas sur la tâche, je suis en train de penser à l'anxiété. Quand c'est trop facile, l'ennui. Je ne suis pas en salle de classe, je suis au Mexique, sur une plage. Comme ça. Mais quand on est dans ce qu'il appelle la zone de flow, et le flow, ça vient de la manière que les gens décrivent cet état, j'étais dans le flow, comme une rivière, l'attention est focalisée. Quand on est là, l'attention n'est pas dérangée par l'anxiété et l'ennui, et on a un sentiment de contrôle sur nos actions. On a un sentiment de contrôle, et ça se produit quand on est en train de faire des activités qu'on fait parce que ça nous représente. C'est un intérêt intrinsèque. Ça, c'est les 4 dimensions qui représentent l'expérience de flow. Donc, ce qu'on voit, c'est que le flow, il n'y a pas beaucoup d'études là, mais on commence à voir que le flow est corrélé à des performances en classe de langue, apprentissage du vocabulaire. Et mes 2 étudiants de maîtrise, il y en a un, Guillaume, il a mesuré le flow des étudiants en train de faire une narration en oral. Il a trouvé plus de précision. Pas plus de complexité, pas plus d'aisance, mais plus de précision. Et Gabrielle Roy, une autre étudiante, elle a fait la même chose, production écrite, même chose, précision. Donc une focalisation de l'attention, engagement avec la tâche peut-être. Donc, je me suis dit, c'est le moment d'essayer de trouver une manière de faire du flow en salle de classe. Quels sont les ingrédients du flow en salle de classe? Et là, on se pose tous la question, on a les cours, on regarde les étudiants, tout le monde est engagé. Et c'est vraiment super. Et puis on doit dire, ouh, le cours est fini. Et puis le lendemain, on les voit en train de bouger, regarder l'horloge, ils ont hâte de partir. Là, on a envie de garder cet engagement le plus possible. Donc, ça, c'est la recherche que j'ai faite ici, qui vient de se faire publier dans le Modern Language Journal, cette semaine, en fait. Pardon. Je vais vous laisser le lire. Et j'ai les objectifs de la question. Quelles sont les caractéristiques des tâches langagières qui interagissent avec le flow? Je ne voulais pas savoir, mais quelles tâches spécifiquement, parce que ce n'est pas question de dire aux enseignants, non, fais pas cette tâche, fais cette tâche. Je voulais découvrir c'est quoi les caractéristiques, comme ça les enseignants peuvent analyser leurs tâches et les modifier pour améliorer leur pratique. Donc, parce qu'il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde, on sait ça. Donc, l'idée, c'était de déterminer les ingrédients de flow. Donc, je suis allé dans un cégep, qui est comme une école postsecondaire à Montréal. J'ai recruté 18 classes de français langue seconde, de tous les niveaux. 13 enseignants ont gentiment accepté de participer avec leurs étudiants, de 327 étudiants. Et donc, chaque enseignant a choisi 5 activités de leur répertoire personnel qu'ils ou elles ont exécuté pendant l'année à des moments aléatoires, à leur choix, sans avertir les étudiants du fait qu'ils allaient évaluer pour le flow, pour que ça soit naturel. Et puis tout de suite après, il a envoyé le questionnaire aux étudiants tout de suite après l'activité pour mesurer leur niveau de flow. Et il y avait 1400 questionnaires qui ont été remplis et un total de 81 tâches, donc une grande variété de tâches.
Et les enseignants, de leur côté, ont rempli un questionnaire avec 17 variables qui décrivaient les tâches. Et puis, en fait, ce que je voulais faire, j'ai développé cette méthodologie qui colle la méthodologie de l'échantillon de l'expérience de Csikszentmihalyi, mais adaptée pour la salle de classe. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait comme analyse? Très simple, on a regardé, on a comparé les moyens de flow en fonction des caractéristiques des tâches. Pour vous donner une idée, ça c'est le questionnaire pour mesurer le flow. On a les dimensions, curiosité, intéressant, contrôle, etc. Vous n'allez pas tout lire. Et on a une alpha de 0.9. Ça veut dire, ça c'est la cohérence interne du questionnaire, ça veut dire que le questionnaire a bien marché. Ça faisait son travail. Donc, quels sont les résultats? Quelles sont les caractéristiques des tâches qui génèrent du flow? Des tâches interactives, des tâches individuelles, des exercices de grammaire. Oui, coopératives, interactives. Oui. Ça, c'est les facteurs qui sont ressortis en haut. Pour vous expliquer comment comprendre, ça c'est ce qu'on appelle le D ici, ça c'est ce qu'on appelle la taille des faits. Point 2 c'est faible, point 5 c'est moyen, point 8 c'est fort. Regardons, ludification, 24 activités avaient un aspect de ludification un peu comme un jeu. Système de pointage comme Kahoot par exemple, vous connaissez Kahoot. Les activités chronométrées. J'ai été un peu déçu parce que je ne veux pas dire « Oh, il suffit de faire des jeux en classe et on apprend ». Ce n'est pas ça le cas. Il faut que ce soit des jeux qui ont du sens. Oui. 1.7, c'est fort. Ça, c'est vraiment une différence vraiment remarquable. L'autre, les débutants ont expérimenté plus de flow que les avancés. Là, j'étais « Ah, ok, ça va contre mes hypothèses. » Parce que flow s'améliore alors qu'on développe des compétences. Mais, qu'est-ce qui arrive à l'école? Les débutants, ils sont dans un système structuré, ils voient quotidiennement comment ils font du progrès, hein, et ils sont en train d'apprendre un système de symboles à manipuler. Et donc, les débutants peuvent expérimenter beaucoup de flow en salle de classe. Ça m'a encouragé finalement. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Ils ont les mêmes classes, et au Québec, une fois qu'on est au niveau avancé, ça fait à peu près 20 ans que j'étudie le français. Ils sont tannés à ce moment-là. Pardon, l'expression tanné, ça veut dire qu'ils en ont marre à ce moment-là. Donc, on voit que ça diminue. Ça nous dit qu'on doit répondre à cette question pour renouveler, pour ajouter un peu de nouveauté. Parce que le troisième facteur, nouveauté. Dès qu'une activité avait un aspect nouveau, une nouvelle technique, aspect nouveau, activité différente, flow, 1,18, très élevé. Les technologies de l'information et de la communication, comme Zoom par exemple, ou chat, le flow augmente. Communication versus exercice de grammaire, élevé. Et des activités faites en binôme versus individuellement ou en groupe, beaucoup plus élevé. Et il y avait un deuxième groupe qui était moyen. Dès qu'il y avait un échange d'informations dans l'activité, plus de flow. Chronométrage. Vous dites à vos étudiants 10 minutes, 5 minutes, parce qu'on ajoute un stress positif qui facilite le flow. Du mouvement. Le moment où les étudiants peuvent quitter leur place, bouger un peu dans la classe, plus de flow. Surtout dans une recherche que je suis en train de publier, et particulièrement pour les étudiants anxiogènes. Technologie interactive comme Kahoot, encore, où on reçoit une rétroaction immédiate. Les activités sans évaluation et sans rétroaction corrective, faibles. Voilà, assez faibles, mais quand même. Donc, c'est normal, parce que dès qu'on est évalué, là, on passe de la motivation intrinsèque à une motivation extrinsèque. Hein? Alors, et puis, il y en avait quelques-uns qui n'ont pas influencé le flow du tout. La durée, le flow diminuait légèrement, mais ce n'était pas significatif. 15 minutes, 30 minutes. Si c'était une activité fermée ou ouverte, c'était pareil, ça m'a surpris un peu. Ça a augmenté un peu avec l'ouverture,
Et puis, la modalité d'intrant, est-ce que c'était avec un intrant visuel, auditif, multimodal? Ça n'a pas eu d'effet. Ça, c'est bien. Toutes les activités génèrent du flow. Voilà. J'ai presque fini. Je vais finir à 1 heure. Maintenant, comment on fait du sens avec tout ça? Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Donc, les tâches qui favorisent le flow ont tendance à être significatives déjà, porteuses de sens, à impliquer une interaction authentique et à nécessiter un échange d'informations. Parce que quand on échange des informations, on utilise la langue pour la vraie raison que ça existe. C'est pour ça que Middlebury, c'est un endroit magnifique pour ça. On sait ce qu'on fait ici. De l'interaction. Proctor aussi. C'est un bon endroit pour le flow. Et puis, deuxième aspect, c'est qu'elle semble focaliser l'attention des apprenants avec de la nouveauté, parce que le cerveau, c'est un détecteur de nouveauté. Dès qu'on ajoute quelque chose de nouveau, on le remarque, on est engagé. Et avec des objectifs clairs et une légère pression. Pas beaucoup pour augmenter l'anxiété, avec multiplication, chronométrage et une compétition saine en groupe. Ça fait ce qu'on appelle un U-stress, un stress positif qui n'est pas négatif. Donc, comme implication, mais ce que je voulais avec ça, c'était pour créer un cadre de référence que les enseignants peuvent utiliser pour analyser leurs tâches. Ah, j'ai une tâche de rédaction. Ah, mais peut-être je vais rendre ça interactif, collaboratif. Et peut-être que je vais faire en sorte qu'il y ait un échange d'informations. Ils doivent échanger des informations avant d'écrire pour augmenter le flow. Ah, je vais le chronométrer maintenant. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour augmenter le flow dans nos classes. Pour terminer, ce que je voulais faire ici, de façon très modeste, c'est de donner quelques conseils pour augmenter l'affectivité en salle de classe. Et ça, c'est vraiment, ça pourrait être un livre ici, donc c'est vraiment modeste, mais favoriser les émotions positives sans chercher forcément à éradiquer les émotions négatives. C'est pas question, ça c'est un danger avec la psychologie positive, c'est qu'on pense que, faut pas avoir de la négativité, c'est mauvais. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on n'a pas de négativité, la négativité c'est une rétroaction corrective. Sans négativité, on est comme un bateau sans gouvernail ballotté par les vagues. Hein, on risque de s'égarer. Donc, mais d'augmenter quand même dans ce contexte-là la positivité. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Premièrement, on peut aider les étudiants à trouver du sens, ou nous-mêmes comme étudiants, trouver du sens dans ce qu'on fait. C'est vraiment important. On a un cerveau qui fonctionne sur le sens. Donc, sur le plan micro, quel est le sens de ce mot, de cette phrase, ou de ce texte que je suis en train de lire? Sur le plan méso, pourquoi je fais cette tâche? Si les étudiants ne comprennent pas pourquoi ils font une tâche, ils ne vont pas aimer ça. Et sur le plan macro, pourquoi j'apprends cette langue? Gardez en tête que le cerveau, quand on a une mécompréhension ou on expérimente de l'ambiguïté, on a une réaction neurologique qui est très proche de la douleur physique. Mais c'est vrai, on n'aime pas ça, ne pas comprendre. Donc c'est pour ça, ça devient important de trouver du sens dans ce qu'on est en train de faire. Favoriser la collaboration. Le cerveau, c'est un organe social. C'est là pour interagir avec notre environnement. Donc, quand on collabore, ça nous permet de tisser des liens auto-reformulation, sociaux. Ça, c'est à la base de la motivation intrinsèque. Déjà, c'est un besoin fondamental humain, tisser des liens sociaux. Ça nous permet aussi de bénéficier de l'étayage de nos partenaires. C'est-à-dire qu'on s'aide à faire une activité. Ensemble, on peut faire une activité qui était bien trop complexe pour moi-même. Donc, il y a une sorte d'étayage et ça donne un sentiment de contrôle aux étudiants. Aider les étudiants à se sentir compétents. C'est ultra important parce que si on ne se sent pas compétent, ça descend la motivation. Tout le monde, apprendre une langue, ce n'est pas juste pour les gens qui sont les plus doués. Tout le monde peut apprendre une langue. Donc, dans la plupart des sociétés sur la planète, on est bilingue, plurilingue, multilingue.
Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour les doués. Donc, on doit aussi être flexible comme enseignant avec nos activités. Laissez les étudiants ajuster les activités pour correspondre à leur niveau. Si c'est trop difficile, laissez-les rendre ça plus simple. Si c'est trop facile, laissez-les complexifier l'activité. Donc, pour avoir ce sentiment de flow. Et attirer et structurer l'attention avec des surprises, la compétition saine, l'unification, chronométrage, c'est-à-dire des choses qui ajoutent un peu d'excitation, mais sans causer le stress. On appelle ça U-stress. Et puis pour finir, aider les élèves à recadrer leurs évaluations lors d'un résultat décevant. On sait quand on apprend une langue, on a des résultats décevants. Si vous avez appris une langue sans jamais avoir un résultat décevant, venez me parler parce que je veux savoir comment vous l'avez fait. Mais là, on doit aider, et puis ce qu'on peut faire, c'est on peut utiliser la théorie de Peckrin, aider les apprenants à recadrer leurs normes, descendre un peu les attentes, hein, et aussi les aider à voir les causes comme étant quelque chose de plus dynamique. Si j'ai un mauvais résultat sur un examen et puis j'attribue ça à un manque de compétences, mais je vais avoir plus d'anxiété face à une telle tâche à l'avenir que si j'attribue ça à un manque de préparation. Donc, on peut aider les étudiants aussi à avoir un sentiment de contrôle, élever le sentiment de contrôle. Ça va? Voilà. Merci. Merci Michael. Dans la tradition de Middlebury, j'invite les étudiants à poser et étudiantes à poser les premières questions. Est-ce qu'on a besoin du micro ou ça? Oui. Tu parlais tout à l'heure des recherches où vous avez séparé deux groupes selon leur contrôle d'attention. Oui. Comment est-ce que vous avez quantifié ça? Oui, on a utilisé, il y a une procédure qui s'appelle des analyses en grappes, cluster analysis. Ça, c'est mais je pense que c'est une bonne traduction. C'est une analyse statistique qui va nous permettre à dégager des groupes qui sont statistiquement distincts. Donc, on n'a pas eu, typiquement, il y en a qui vont couper le groupe en deux, avoir la moitié le plus élevée, les moitiés le plus bas, mais là, la meilleure chose à faire, c'est de faire ça statistiquement. C'est pour ça qu'on a fini avec un groupe de 24 versus 11 participants. Et puis, c'est plus juste. On n'est pas en train de porter un jugement. Il y a des chiffres qui sont en train de nous parler. Là. Ouais. Et puis, cette tâche, c'est ce qu'on appelle un trail making test. C'est une tâche où on doit relier des lettres et des chiffres, mais en alternant. 1A, 2B, ils sont distribués sur une fiche. Donc, ils doivent compter et faire l'alphabet en même temps, le plus rapidement possible, et au chronomètre. Donc, les gens qui font ça rapidement ont une capacité à gérer deux tâches en même temps. Donc, ils ont plus de contrôle attentionnel. Merci. C'est bon? Oui. Oui, Kate. Et puis, je vais... Rachel. D'abord, merci, c'était très intéressant. Merci. J'ai une question sur le rapport entre le traumatisme vis-à-vis le parcours que tu viens de décrire. Penses-tu aussi que le traumatisme peut entraver la capacité du cerveau à équilibrer les émotions? Alors, quel est le rapport entre le cerveau traumatisé et la montagne russe émotionnelle d'apprendre une langue? Oui. Oh là là, ça c'est... Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je ne vais pas prétendre que je suis spécialiste des traumatismes. Je suis plutôt dans les émotions. Mais une chose qui m'intéresse, et ça c'est où je m'en vais avec la recherche prochainement, ce que je fais pendant mon année sabbatique, je veux explorer si justement on peut utiliser la langue seconde comme étant
un moyen de se refaire après avoir vécu des traumatismes dans sa langue maternelle. Parce que quand on vit des traumatismes, j'ai eu quelques cas informels qui inspirent cette pensée. Des gens qui ont vécu ou qui vivent des traumatismes dans la langue maternelle, d'après ces conversations que j'ai eues informellement, regardent la langue seconde comme une manière de se refaire, de se détacher. Et en fait, une collègue, elle m'a dit que elle peut parler de ses traumatismes en langue seconde beaucoup plus facilement que d'en parler dans la langue maternelle, parce que ça permet un peu de distance. Et je trouve ça vraiment passionnant comment on utilise, c'est relié à l'identité aussi. Je connais plusieurs cas qui ont vécu ça. J'ai remarqué aussi d'autres personnes qui ont vécu dans le Midwest, par exemple, des hommes gays qui ont vécu des traumatismes là-bas, qui ont utilisé le français comme une manière de se refaire et de se créer comme quasiment une autre identité, en quelque sorte, qui s'éloigne un peu de ces traumatismes. Donc, je ne sais pas si c'est exactement si ça répond à ta question, mais je suis d'accord qu'il y a quelque chose avec la langue et les traumatismes. Ça pourrait être une manière de se faire une sorte de thérapie quasiment. Mais je ne suis pas spécialiste spécifiquement dans les traumatismes. Mais merci beaucoup pour la question. Rachel. Moi aussi, j'avais une question sur l'attention. En fait, dans les recherches, vous avez étudié les étudiants qui faisaient ce test de trail making. Alors, les tâches qui divisent l'attention des étudiants, ça pourrait être par exemple, ok, j'essaie de faire les devoirs de maths en même temps que faire les travaux pour le cours de français. Oui. Et alors, est-ce que ça pourrait être aussi des choses comme j'ai faim, oui, je suis fatiguée, il fait chaud, qui cause de stress pour les étudiants et divise l'attention? Oui, mais premièrement, multitâche, c'est un mythe. On ne peut pas diviser notre attention entre deux choses. On peut avoir Facebook allumé en salle de classe, mais notre attention est en train de faire ça. Leçon Facebook, leçon Facebook, leçon Facebook. On ne peut pas traiter simultanément on peut penser et discuter et entendre de la musique dans une autre modalité à côté, mais généralement, la multitâche, ça diminue la performance. Donc, le TMT, le trail making, exactement c'est ça, on est en train de compter et faire l'alphabet, mais on passe d'une tâche à l'autre. Donc il y a certaines personnes qui ont plus de facilité, et c'est pas forcément pour apprendre, mais c'est pas idéal. Maintenant, les émotions et l'attention. Les émotions demandent de l'attention. Donc si on n'a pas, et c'est pour ça qu'en fait, quand on est dans un état de flow, où on est hyper concentré, il n'y a pas vraiment d'émotions. On a les émotions après, quand on finit l'activité, on se sent bien. Mais les émotions, ça bouffe de l'attention. Donc si j'ai de l'anxiété, je ne suis pas focalisé sur la tâche, mon attention est ailleurs. Si je viens de gagner au loto, et je suis aux prises d'une joie extrême, je ne suis pas sur la tâche, je suis en train de planifier mes vacances. Donc les émotions bouffent de l'attention. C'est pour ça que c'est pas question aussi de créer une joie extrême, extase, en salle de classe. C'est pour ça que j'aime de construire le flow. C'est vraiment les chercheurs ils disent que c'est un état de synchronisation optimale entre la cognition et l'attention. Bonne question, merci. Oui, Miles. Bon, c'est bientôt la deuxième et la troisième semaine pour beaucoup d'étudiants ici. Oui. Et je trouve qu'on est pas mal des perfectionnistes aussi, les apprenants et les enseignants en langue. Donc, quelles deux, voire trois activités est-ce que tu pourrais proposer pour ceux et celles qui sont perfectionnistes non, qui vont être frappés par un coup de stress ou bien qui vont se dire bah, je claque la porte, ça y est, voilà, c'est fini. Lâcher prise. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que il faut qu'on se souvienne que
on est privilégié. C'est un moment de privilège d'être ici, d'être en immersion, d'avoir cette expérience. Donc, c'est dommage si on gâche l'expérience avec un perfectionnisme excessif. Ben, il faut avoir un certain niveau de perfectionnisme. Si on ne fait pas attention, on n'apprend pas non plus, ça prend une organisation, mais il faut aussi savoir se détendre et de laisser les choses rouler et d'accepter que des fois il y a des mauvais résultats, mais aussi d'ajuster le niveau de contrôle, le sentiment les normes, et ça va nous aider à augmenter le sentiment de contrôle. Parce que les émotions, si on revient à la théorie contrôle-valeur, valeur-contrôle, c'est quand les normes sont trop élevées et on ne se sent pas en contrôle de la situation. Donc, on ajuste les normes, on fait de son mieux, parce que c'est tout ce qu'on peut faire, et on doit se sentir bien avec ça. Et puis, on doit se donner du temps pour se préparer, aussi pour se reposer, et aussi pour s'amuser avec des ateliers, puis sortir faire du sport pour faire sortir un peu l'énergie, parce que vous avez remarqué qu'on est fatigué à la fin de la journée, n'est-ce pas? Le cerveau, qui est très petit comme un pamplemousse, bouffe 20% de notre énergie. Alors c'est pour ça que quand on arrive à Proctor, à la fin de la journée, on est comme ouf, on est vraiment épuisé, on travaille beaucoup, peut-être pas physiquement, mais mentalement. Donc, il faut qu'on se repose, il faut qu'on soit gentil avec soi-même, hein, et profiter de ce moment. Parce qu'on ne veut pas arriver en septembre et on ne veut pas dire « Oh, j'ai gâché mon été en étant trop stressé ». Ça, c'est dommage. Hein, de vraiment profiter de ce beau moment ensemble. Il y a le yoga de Elsa. Oui, Elsa, du yoga. Et de frères. Je m'excuse, je ne veux pas faire des moralisateurs avec ça, mais il faut garder ça en tête. Ah. Oui, madame. Oui, merci beaucoup pour cette présentation et puis cette exploration. Je pense que ça nous parle à tous, en tant qu'enseignant ou en tant qu'apprenant, mais ça nous parle à tous. Je me posais la question de savoir si dans tes travaux, dans les travaux auxquels tu te réfères, il y avait un lien qui avait été montré entre l'âge des apprenants et la présence ou la gestion des émotions dans l'apprentissage. Oui, enfants, oui. adolescents, adultes. Mais il y a de la recherche sur l'âge et puis la métacognition et puis les connaissances métalinguistiques, par exemple. On utilise mieux les stratégies quand on est plus âgé, mais sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, ça, je n'ai pas croisé une étude sur ça. Et ça pourrait être une bonne question. Et si il y a des gens qui sont intéressés à travailler sur les émotions, c'est vraiment un terrain où il y a beaucoup de travail à faire. C'est relativement nouveau. Mais c'est une excellente question. Moi, je dirais que oui. Avec le temps, on développe un peu plus de... Comment on développe la métacognition? On développe une capacité à regarder, analyser nos émotions de façon détachée. Mais en même temps, c'est difficile parce que les émotions, on a aussi des réactions automatisées des émotions. C'est-à-dire, on a des manières de réagir à des choses qui sont automatisées. Quelque chose va me mettre en colère, juste parce que ça me met en colère depuis mon enfance. Et j'ai jamais pris le temps pour me poser la question, et puis finalement, quand on réfléchit là-dessus, c'est comme, ah oui, pourquoi est-ce que je me mets en colère pour ça? Donc, tout ça, ça tombe dans l'intelligence émotionnelle. C'est un domaine très intéressant. Il y a John-Marc de Wally qui travaille un peu sur ça, en Angleterre, je pense, ou en Belgique. Ouais, merci beaucoup. Oui, Barbara. J'ai une petite question. Je voulais savoir, par exemple, quand tu parles des émotions, il y a des étudiants qui ont un lien, avant de pénétrer dans la salle de classe, qui ont un lien émotif à la langue. Par exemple, ils ont une petite copine qui parle ça, ou un petit copain, ou ils veulent apprendre cette langue parce que leur grand-mère parlait de ça. Et est-ce que c'est rentré dans ton enquête ou c'est carrément autre chose? Moi, je n'ai pas regardé ça, mais c'est un point qui est tout à fait juste et pertinent parce que
si on a un lien affectif avec la langue, ça va se traduire en ce qu'on appelle une motivation intrinsèque versus j'apprends le français parce que mes parents m'envoient, ou je parle le français parce que je dois avoir 3 crédits de français pour graduer. Ça, c'est une motivation extrinsèque, ce qui marche. Mais le moment où on enlève la motivation extrinsèque, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est fini. C'est autre chose. Mais si c'est une motivation intrinsèque, comme ça, un lien affectif avec la langue, ou un copain ou une copine, c'est sûr que ça va augmenter la motivation intrinsèque. Mais s'il y a une rupture, après, peut-être ça va changer. On essaye une autre école de langue. Ça va faire peine d'amour après ça. Bon, je vais faire comme Élise et je ne suis pas... Oh! Il n'est pas encore publié l'article, justement. Ah? Il n'est pas encore publié. Ah, non, ça c'est en... Je viens de regarder les épreuves, là, cet après-midi, donc je pense que ça va être pour septembre, quand ça va sortir. Ouais. Donc, très bientôt. Mais si tu veux, j'ai une copie que je peux t'envoyer qui comme... et j'ai acheté ça, libre accès, donc tout le monde peut télécharger. Oui, ben les universités font ça depuis janvier maintenant, parce que sinon c'est 5 000 $. Pour les rendre en libre accès. Donc très bientôt. Allez, merci encore une fois.